Salut les canipotes et bienvenue dans le podcast Les voix d'entre deux émotions, un espace de partage et d'écoute consacré à l'éducation du chiot et à l'élevage canin. Moi, c'est Camille, éducatrice canine spécialisée dans l'accompagnement du chiot et des races bergères basée en Haute-Savoie près d'Annecy. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Audrey, éducatrice canin et éleveuse de kelpie qui sera ma première invitée sur le podcast. Ensemble, on va voir ce que signifie réellement l'élevage canin, ce que dit la loi en France et la différence entre un élevage dit familial, particulier ou professionnel. Audrey nous partage sa propre expérience, comment elle a commencé l'élevage de kelpie et les difficultés qu'elle a rencontrées avec sa première portée de kelpie. Elle évoque les conséquences émotionnelles et pratiques que cela peut avoir aussi bien pour les chiots, les adoptants et pour la personne qui a fait naître la portée. Ce premier épisode raconte un témoignage touchant qui rappelle à quel point que donner la vie, ce n'est pas un jeu ou un caprice, mais une vraie prise de décision. Je ne t'en dis pas plus, je te laisse rejoindre ma conversation avec Audrey et je te souhaite une très bonne écoute. Salut Audrey, tu vas bien ? Salut, ouais, ça va super. Trop bien. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Avant de rentrer dans le vif du sujet, raconte-nous ton histoire. Qui es-tu ? Comment es-tu devenue éleveuse de kelpie ? Alors, oui, je suis une petite éleveuse de kelpie. J'ai commencé dans le monde du chien grâce aux chiens d'assistance. Je suis d'abord devenue famille d'accueil pour les chiens guides, puisque j'avais pas forcément eu beaucoup de contact avec les chiens avant, et la phase en fait famille d'accueil me permettait de découvrir le chien, découvrir comment m'en occuper en étant bien accompagnée par un professionnel, du coup un éducateur de chiens guides, sans m'engager pour 15 ans en fait. Je trouvais ça très pratique de prendre un chiot, de m'occuper du chiot, et après, en fait, de le garder 1 an, de faire sa prééducation, et après, d'aller partir à l'école pour travailler et devenir chien guide. Donc moi, ça me permettait vraiment de découvrir ce que c'était d'avoir un chien et la charge mentale que ça pouvait être, sans forcément m'engager tout de suite sur 15 ans. J'ai beaucoup aimé, j'ai prééduqué plusieurs chiots de différentes races, et donc après, j'ai décidé de postuler pour travailler là-bas. Ce qui est arrivé, j'ai travaillé pendant 5 ans là-bas, j'ai obtenu mon diplôme d'éducatrice de chien guide d'aveugle. Donc j'ai été formée pour éduquer les chiens et puis après les remettre à la personne déficiente visuelle et faire son accompagnement tout au long de la vie du chien. Et en parallèle, en fait, à partir de ce moment-là, j'ai décidé une fois que j'ai été embauchée, de prendre mon propre chien puisque j'étais un peu frustrée de faire, de faire que la prééducation des chiots. Vraiment, quand on fait que la prééducation des chiots, on peut pas faire ce qu'on veut avec, on peut pas découvrir des activités parce qu'on garde les chiots moins d'1 an. Donc l'envie d'avoir mon propre chien et de tester plein de sports et d'activités avec lui s'est fait sentir, et donc après je suis partie sur le kelpie. J'ai choisi d'avoir un kelpie, puis 2, puis après j'ai tenté l'aventure de l'élevage puisque c'est toujours quelque chose qui m'a toujours intéressée. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé tranquillement à avoir mon petit élevage. Comment tu as découvert le kelpie ? Alors le kelpie, je l'ai découvert sur internet grâce au test quel chien, quelle race de chien est fait pour vous. Alors c'est une race assez rare, donc ça ressortait pas à tous les tests, mais de temps en temps ça ressortait. J'aimais bien le look, et en fait j'ai choisi le kelpie, alors pas par dépit, mais en fait la race qui ressortait le plus c'était le border collie. Je me suis un peu renseignée sur le border collie, et en fait en border collie il y a tellement de tout. Il y a des chiens qui vont faire 10-12 kilos qui sont poils ras, il y en a qui vont en faire quasiment 30 qui sont poils hyper longs et qui ressemblent presque à un berger australien. Donc il y avait vraiment de toutes sortes de chiens et je m'y retrouvais pas du tout. J'arrivais pas à comprendre comment ça fonctionnait. J'arrivais pas à trouver de site internet hyper clair. Et donc du coup, j'ai décidé de partir sur une autre race, et le fait que le kelpie soit une race un peu plus rare, avec des éleveurs passionnés et des éleveurs très transparents sur tout ce qui se passe dans la race, sur d'où elle vient, les maladies qui existent dans la race, ça m'a vraiment rassurée. Et le look un peu plus uniforme, on va dire, des chiens m'a plus plu. Et donc du coup, je suis partie sur le kelpie. Très intéressant le parcours que tu as eu. Le fait de t'être occupé de chiens qui n'étaient pas les tiens, sans t'engager sur 15 ans, c'est une superbe initiative. J'aimerais maintenant qu'on fasse un petit zoom sur tes kelpies. Est-ce que tu peux nous les présenter ? Oui. Alors j'ai du coup 4 kelpies à la maison. Bélé, ma plus vieille kelpie qui va bientôt avoir 10 ans. Sa demi-sœur Hollywood qui a 8 ans. Et enfin, j'ai leurs 2 enfants. Donc j'ai le fils de Bélé qui a 6 ans maintenant, Pilgrim, et j'ai la fille de Hollywood, Tokyo, qui a 3 ans. Pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne voient pas forcément ce qu'est un kelpie, est-ce que tu peux nous le décrire ? À quoi ressemble-t-il ? Ah oui, c'est vrai que c'est une race rare, je viens de le dire, donc pas grand monde qui sait à quoi ça ressemble. D'ailleurs, souvent en balade, on me demande « Mais c'est quoi comme chien ?» Alors, pour décrire le kelpie,
C'est un petit malinois, donc il fait 50 centimètres de haut, entre 40 et 50, donc ça arrive à peu près au genou, voire un peu en dessous. C'est un petit malinois qui est souvent tout chocolat ou tout noir. Par contre, il a une tête un peu plus fine, il a un museau un peu plus fin parce dans le standard, on recherche un look de renard. Donc on cherche un museau vraiment plus fin. Le kelpie est encore assez méconnu en France. Peux-tu nous expliquer d'où vient-il et quelle est son histoire? Alors, le kelpie, en fait, a les mêmes origines que le border collie. Quand les colons britanniques sont partis vivre en Australie, ceux qui étaient hébergés au Royaume-Uni, ils sont partis en fait avec leurs moutons et ils sont partis avec leurs chiens de berger vivre en Australie et travailler là-bas. Et en fait, c'est la sélection par le terrain et par le climat qui a fait que le border collie est devenu ce qu'il est au Royaume-Uni et le kelpie est devenu le kelpie. En fait, c'est le dérivé du border collie mais version australienne. Donc c'est un chien de conduite de troupeau, comme le border collie. Comment est-il arrivé en Europe? Il est arrivé très tard en Europe. Il est arrivé dans les années 70. Les plus vieux éleveurs datent des années 70. Et il est arrivé, en fait, étrangement, par les pays scandinaves. Donc, c'est d'abord eux qui ont importé les kelpies. Et c'est aujourd'hui eux qui ont le plus de kelpies au monde. L'endroit où il y a le plus de kelpies au monde, c'est les pays scandinaves. Donc, Suède en majorité, Finlande, Norvège et Danemark ensuite. Et c'est eux qui ont commencé à importer le chien et qui ont utilisé plus le kelpie pour les sports canins, plutôt que pour le troupeau. Et donc le kelpie en Europe s'est surtout développé dans les sports canins. Aujourd'hui, pratiques-tu des sports canins avec tes chiens? Oui, je pratique l'agility et le cani-trottinette en compétition, puis après je fais un peu de man-trailing avec eux et de nosework. C'est toujours fascinant de connaître l'origine de la race. Bon, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, l'élevage familial. Peux-tu nous expliquer ce qu'est exactement un élevage familial et y a-t-il une définition officielle? Alors, non, il n'y a pas de définition dans la loi. C'est quelque chose que beaucoup d'éleveurs utilisent dans leurs explications. Ils disent que c'est des éleveurs familiaux. Si on prend les deux termes, un élevage familial, c'est un élevage qui est fait en famille, donc qui, souvent, derrière, ça veut dire que l'éleveur a ses chiens et ses chiots dans la maison. Et qu'est-ce que dit la loi en France? Est-ce qu'on peut devenir éleveur comme ça du jour au lendemain? La loi dit en France que à partir du moment où on fait naître des chiots et qu'on les cède à d'autres personnes, on est éleveur. Donc on a les mêmes responsabilités qu'un éleveur. Ensuite, en France, on peut être éleveur sous deux statuts. Le statut dérogataire et le statut professionnel. Le statut dérogataire, c'est une autorisation, on va dire c'est une dérogation, pour les éleveurs amateurs. Ce qui nous permet, moi je suis éleveur dérogataire, ce qui me permet par exemple de faire maximum une portée par an et je suis obligée de faire naître des chiots avec pédigré, donc l'OF en France, donc des chiots qui sont inscrits au livre des origines français. Pour ceux qui nous écoutent, peux-tu nous expliquer ce que signifie le LOF? Oui, donc le LOF, c'est le livre des origines français, c'est les initiales, et ça permet en fait d'éditer des pédigrés. C'est la centrale canine, donc qui est la grande institution, la grande fédération du chien en France, qui va éditer un pédigré et qui va du coup certifier que le chien LOF a bien ses deux parents qui sont également LOF, et donc du coup ça permet d'avoir une traçabilité et une vraie origine du chien en fait. On est sûr que le chien est 100% de telle race. Le statut dérogataire que j'ai expliqué, donc avant on appelait ça les éleveurs amateurs, donc on est obligé de faire maximum une portée par an et forcément des chiots avec un pédigré. Et après, il y a le statut professionnel. Donc là, c'est à partir de 2 portées par an pour les gens qui font des chiots LOF. Et par contre, on peut aussi élever des croisés ou des chiens de race sans pédigré. Donc ça, c'est possible avec le statut professionnel. Par contre, derrière le statut professionnel, il y a toutes les obligations légales d'un professionnel. Donc avoir son entreprise, avoir une assurance, voilà, il y a toutes ces choses-là qui vont entrer en jeu pour les professionnels en fait. Et eux par contre ont le droit de faire du non-LOF. Par contre, les éleveurs dérogataires qui font qu'une seule portée par an, qui ne sont pas obligés d'avoir une entreprise, eux n'ont pas le droit de faire du non-LOF. Donc en soi, légalement, si quelqu'un fait une seule portée de chiens croisés, il est légalement éleveur, mais illégal. En fait, il a pas le droit. Normalement, il a pas le droit. Il doit normalement se mettre aux normes et devenir éleveur professionnel. Ah, tu viens de m'apprendre quelque chose. Je pensais qu'un particulier pouvait croiser deux races différentes et qu'il était aux normes au niveau de la loi. Alors qu'en fait, pas du tout. Donc en France, croiser des chiens sans déclaration et sans respecter certaines règles peut placer un particulier dans une situation illégale, surtout s'il vend des chiots. On n'est pas du tout. En fait, c'est là où c'est assez risqué en fait ce genre de démarche parce que aux yeux de la loi, on est éleveur si on cède nos chiots. Donc, si les gens qui ont les chiots, ils veulent se retourner contre nous
pour X ou Y raison, ils ont le droit, et on sera du coup, ils pourraient nous attaquer par exemple en justice, le chiot a une grosse maladie ou quelque chose comme ça, ils peuvent nous attaquer en justice, demander des remboursements de frais ou des dommages à intérêts, ils peuvent, puisqu'on est responsable des chiots qu'on a fait naître parce qu'on est éleveur. Et en même temps, vu qu'on a fait des chiots croisés sans être professionnel, on pourrait également être attaqué parce que du coup, on a exercé un métier illégalement. Ok. Qu'est-ce qu'un éleveur doit absolument savoir d'après toi? Beaucoup de choses. Si c'était possible, vraiment, il faudrait que tous les éleveurs sachent beaucoup de choses. Déjà, il faudrait connaître sa race. Il faudrait vraiment bien connaître sa race, connaître ses lignées, connaître les maladies qui concernent sa race, parce que clairement, toutes les races ont des maladies qui sont propres à chaque race, puisque toutes les races ont été créées à partir d'un peu de consanguinité, donc ça génère des problèmes au fur et à mesure des années et de la descendance et des recroisements en fait entre lignées semblables. Donc tous les éleveurs devraient connaître ça. Tous les éleveurs devraient aussi être capables, pour moi c'est le plus gros point, mais être capable d'analyser le caractère et le comportement de leur chien en fait. C'est vraiment avoir des connaissances au niveau comportement canin pour pouvoir derrière faire une bonne socialisation, pour pouvoir être capable de dire ok, ce chien-là, il est certes très beau, mais il a un caractère qui fait que le mettre à la reproduction, ça peut être risqué, il peut avoir des descendants très peureux ou pas très résilients, donc ce qui est pas toujours évident d'avoir comme chien à compagnie. Des chiens qui sont pas très tolérants, qui supportent pas telle ou telle chose et qui vont jamais faire de concessions, c'est quand même très compliqué pour le quotidien de la majorité des adoptants. Et aussi, il devrait aussi, pour moi c'est le troisième point, il devrait aussi avoir des connaissances au niveau morphologie et ce qu'on attend au niveau de la race. En fait, il doit connaître son standard, il doit savoir à quoi doit ressembler l'idéal de la race et donc du coup tendre vers ça pour faire les meilleurs croisements en fait. Est-ce que tu as un exemple pour toi? Quel caractère et comportement tu recherches chez tes kelpies? On met les choses dans son contexte. Moi, j'élève du chien, on va dire, de sport. Donc mes chiots, la plupart partent pour des gens qui veulent pratiquer une activité canine. Il peut y avoir certaines dérives dans l'élevage de ce type de chien où les éleveurs vont prioriser le côté sportif et le mental de sportif des chiens au détriment de la vie quotidienne. Et des fois, on se retrouve avec des chiens qui sont incapables de vivre sereinement en maison, mais par contre, c'est des bêtes de concours. Alors ça, c'est pas du tout ma priorité. Moi, ma priorité numéro 1, c'est d'avoir un chien facile à vivre. Donc un chien résilient, un chien tolérant, un chien qui arrive à se poser. Et après, oui, si on peut favoriser un chien avec un bon mental de sport, d'autant mieux. Mais vraiment, pour moi, le plus important, c'est un chien qui puisse être super facile à vivre en maison, en fait. Donc, que recherches-tu chez tes femelles et tes mâles comme caractère et comportement? Alors, je vais surtout me concentrer sur la femelle. Et ce que je recherche, du coup, c'est une chienne qui est facile à vivre. À l'heure actuelle, j'ai une seule chienne reproductrice qui est Tokyo. Et alors oui, elle est née à la maison et tout ça, je suis pas très impartiale, mais pour moi, Tokyo, elle a beaucoup, beaucoup de qualités que je recherche dans la race et c'est presque de la kelpie parfaite parce que, voilà, elle est hyper facile à vivre. Quand on est en maison, elle est hyper cool, elle se pose super facilement. Elle est hyper tolérante avec les autres chiens, donc il n'y a pas besoin de forcément gérer la cohabitation entre les chiens. Vraiment, tout le monde est cool ensemble. Et en même temps, quand on est en extérieur, quand on est en activité, c'est une chienne qui se donne à fond et qui peut être très explosive, donc qui va pas se ménager, qui va vraiment y aller à 200%. Donc c'est vraiment ce genre de caractère que je recherche en priorité. Après, pour le mâle, je recherche à peu près la même chose, sauf il y a quand même des contraintes au fait d'élever une race rare. Il faut faire attention à la diversité génétique. Donc j'ai tendance à prendre des mâles qui sont plutôt éloignés géographiquement de chez moi et de la France pour pouvoir apporter un peu de sang neuf en France et dans mes lignées. Donc du coup, j'ai pas forcément l'opportunité de bien connaître les mâles, ce qui est assez compliqué. Donc j'essaie d'avoir beaucoup de contacts avec la propriétaire du mâle pour essayer vraiment de bien comprendre son caractère. Et après, j'essaie de rencontrer le mâle. Ma première portée vient de Norvège. Après, il y a un mâle qui vient d'Italie et un autre de Danemark, par exemple. Donc, c'est quand même assez éloigné, mais j'ai réussi à tous les rencontrer avant de faire la saillie pour pouvoir, moi, me faire une idée du caractère. Mais oui, c'est plutôt vraiment le côté facile à vivre, tolérant avec les autres chiens, qui va être ma priorité. Parce que c'est ça qu'on recherche, en fait, dans la vie de tous les jours. C'est un chien qui est pas compliqué à sortir en balade, où on n'est pas obligé de surveiller tout le temps et d'anticiper un maximum et d'avoir une charge mentale de dingue parce que s'il croise un chien ou s'il croise un autre mâle, il faut surveiller ou des trucs comme ça. Et un chien qui est facile aussi à vivre en maison. Enfin, c'est ce qu'on recherche, moi la première, quand j'ai un chien à la maison, qu'il soit bien et que ça soit pas la galère dès qu'on va en balade, où il faut tout surveiller. Donc, c'est hyper important comme critère. Ouais, puis je pense que c'est vraiment la base, c'est vraiment d'avoir un chien qui est facile à vivre en maison, mais du coup, ça dénote aussi le fait que lui est à l'aise.
Lui va bien, il est pas stressé, il est détendu dans sa vie, la façon dont il vit, ça lui convient, donc il est très bien. Et en même temps, ça rajoute pas une charge mentale de malade à son propriétaire, à son humain, donc l'humain aussi derrière a une vie correcte et pas trop perturbée. On sait que le chien, ça rajoute de la charge mentale. Des fois, il y a des degrés assez différents, quoi. D'ailleurs, en t'écoutant, je me pose une question. Quels peuvent être les risques, selon toi, quand on adopte chez un particulier? Quand un particulier veut juste faire une portée comme ça avec sa chienne, il y a pas de réflexion sur, si il y a une réflexion sur comment bien faire les choses, mais elle est pas très souvent elle est pas très poussée. Donc ça peut très bien se passer, comme, ça peut engendrer des soucis au niveau de la socialisation. On sait que les premières semaines de vie des chiots sont hyper importantes et vont créer un peu ce qu'on peut qualifier de la boîte noire du chiot, donc du coup, il va avoir ses premières impressions, enfin voilà. S'il se passe des choses difficiles avec des humains à ce moment-là, il aura toujours sa première impression dès qu'il va croiser quelqu'un de nouveau, ça va être compliqué, il va être méfiant. Donc il y a plein de choses hyper importantes à faire sur les premières semaines de vie des chiots. La maman aussi transmet beaucoup de choses. Avoir une maman qui a pas envie d'être maman ou une maman qui est trop laxiste ou qui est trop sévère avec ses chiots, ça peut engendrer beaucoup de choses sur le futur du chiot et sur la vie que les humains vont avoir avec ce chiot et ce chien adulte après. Et en fait, juste un particulier qui se dit allez, je fais une portée et je veux vivre l'expérience et je veux voir ce que c'est, et ou alors le pire, je veux faire ça à ma chienne pour qu'elle ait le bonheur d'être maman une fois dans sa vie, ça peut très bien se passer. La chienne peut être hyper top en maman et les gens peuvent faire à peu près correctement le travail derrière, comme ça peut mal se passer et ça peut avoir des grosses conséquences. Un exemple tout simple, ma première chienne, Bélé, n'a fait qu'une portée parce que quand elle a eu ses chiots, bah, ça s'est mal passé. Elle a eu des soucis de santé et elle a rejeté ses chiots, elle en voulait pas. Elle a pas du tout voulu s'en occuper. Il y avait de la douleur derrière, il y avait plein de choses derrière. Bon, je pense pas que les auditeurs aient envie de... Et voilà, elle s'est pas du tout occupée de ses chiots. Et donc après, voilà, c'est le genre de cas de figure qui peut arriver. Il y a aussi des races où les mamans sont pas du tout maternelles et donc il peut y avoir des actes. Il faut pouvoir assumer tout ça. Et toi, comment l'as-tu vécu le fait que ta chienne rejette ses chiots? Ah, hyper mal. Hyper mal. Émotionnellement, très difficile pour moi, parce que ma chienne n'était pas bien émotionnellement. En fait, elle avait envie de s'en occuper, mais elle n'y arrivait pas. Enfin, en fait, elle était tiraillée entre la souffrance et son instinct, et donc ça a été hyper compliqué pour elle. Ça a été hyper compliqué pour moi au niveau émotionnel, pas parce que je lui ai fait subir ça, c'est moi qui ai choisi qu'elle ait une portée. Ça a été très difficile. Heureusement, ma sauveuse, ça a été ma deuxième chienne, Hollywood, qui elle est hyper maternelle. Elle adore les chiots, c'est vraiment, c'est une super chienne de sport, donc c'est pas sa vie les chiots parce qu'elle adore travailler aussi et c'est une super chienne de sport. Mais vraiment, elle s'épanouit et elle est hyper heureuse quand il y a des chiots et quand elle peut s'occuper des chiots. Donc heureusement, à un moment donné, c'est elle qui a pris le relais. Mais pour Bélé, ça a été très compliqué et pour moi aussi. Et pourtant, je m'étais préparée, j'avais fait pas mal de formations. J'avais déjà ma formation d'éducateur de chien guide qui m'avait permis d'apprendre plein de choses sur le comportement canin. J'avais fait des formations à côté pour que tout se passe bien et pour être une bonne éleveuse avec des éleveurs chevronnés. Et malgré ça, j'ai cru que j'allais faire une portée et plus jamais de ma vie, en fait. Parce que ça a été une expérience très, presque traumatisante, je dirais. Parce que, pour expliquer, une chienne qui ne s'occupe pas de ses chiots, là, elle en avait eu 7. Ça veut dire les premières semaines de vie, biberonnage toutes les 2 heures, H24. Donc jour et nuit, Sur toutes combien les de temps? 2 heures, il fallait que je donne le biberon à tous les chiots un par un. Et après, un chiot, ça ne sait pas faire ses besoins tout seul. C'est la maman qui va lécher la zone génitale pour déclencher le fait de faire ses besoins. Donc, toutes les 2 heures, il fallait nourrir 7 chiots et faire les besoins à 7 chiots. Un travail de malade. Voilà, il y a eu l'émotionnel du fait que ça se passe mal. C'était ma première fois, enfin c'était ma toute première portée. J'avais assisté à des portées dans d'autres éleveurs chez d'autres éleveurs quand j'avais fait des stages, mais c'était pas mes chiens et c'était pas que ma responsabilité. J'étais là plutôt en aide et en observatrice. Et plus en plus tout ce travail supplémentaire rajouté, j'ai cru que j'allais plus jamais faire de portée. Tu m'étonnes. Et ça a duré combien de temps, jusqu'à que tes chiots soient autonomes? Alors les chiots, en fait, ils vont commencer à manger du solide à partir de 3 semaines. Donc il a fallu Mmh. les biberonner jusqu'à leurs 3 semaines et après ils ont commencé tranquillement à manger du solide. Mais j'ai continué à leur proposer, le biberon. Après j'avais acheté un système qui s'appelle le Nourrinou Bibi. Les connaisseurs savent ce que c'est, mais en fait, c'est une membrane en silicone chirurgical. En fait, c'est comme un pot, c'est comme un gros verre, un gros bol en silicone chirurgical et de chaque côté, enfin, il y a 2 ou 4 petites mamelles. Et donc du coup, on peut mettre les chiots dessus et ça reprend vraiment la mamelle d'une chienne et donc ça permet de nourrir
les chiots plusieurs à la fois, donc ça m'a sauvé la vie quand j'ai acheté ça en urgence quand Bélé n'a pas pu allaiter ses chiots. Et ça, en fait, je leur ai proposé quand même tout du long de leur semaine jusqu'au sevrage à 8-9 semaines, en fait. Parce qu'un chiot normal, il peut continuer à téter sa mère pendant plusieurs semaines et continuer même voilà, jusqu'à 8-9 semaines en fonction de ce que la chienne accepte. Donc du coup, j'ai pas voulu priver mes chiots de ça, donc je les ai nourris comme ça au nourrinou bibi jusqu'à quasiment leur départ. En plus des repas solides. C'est une sacrée expérience, quoi. Ouais, pour une première, c'était chaud patate. On Maintenant, a j'en déjà rigole, fait mais à l'époque, j'étais hyper mal. Ça fait vraiment réfléchir sur le fait de vouloir se lancer à faire une portée avec sa chienne et les risques que cela encourt. Faut-il être prudent avec certaines races? Ça peut très bien se passer, il y a des gens qui vont se lancer dans l'aventure et tout se passe bien, et tant mieux pour eux, tant mieux pour les chiots, tant mieux pour les gens qui adoptent. Par contre, je pense que c'est très race dépendant. Il y a des races où, allez, le golden, voilà, ce genre de races qui sont sociables, qui a un vrai travail en fait sur la sociabilité qui a été fait depuis très longtemps, c'est ce qu'on appelle, ou même les races de compagnie. Les races de chiens de compagnie, elles sont sélectionnées pour être sociables depuis hyper longtemps. C'est pas le cas de toutes les races. Et donc du coup, se mettre à élever, enfin juste voilà, vouloir tester de faire de l'élevage avec une race de chien qui peut être compliquée, voilà, il y a certaines races de chiens dans leur caractère, c'est encore ancré, la méfiance envers l'humain, voilà, ce genre de choses. Des races de chiens qui sont plus peureuses que d'autres. C'est beaucoup plus compliqué en fait de le faire en tant qu'amateur, parce que là, on peut vraiment louper des choses et on peut avoir vraiment des chiots très compliqués derrière. Je prends souvent l'exemple petit chien de berger de conduite de troupeau, parce que je connais bien les races de chiens de berger. Berger des Pyrénées, il existe en deux types, poil long et face rase. Et le berger des Pyrénées, c'est un petit chien de berger qui est assez rare en France, mais qui a très longtemps en fait été sélectionné dans les Pyrénées et en autarcie, très peu de contact avec les gens, puisque ça vivait vraiment avec les moutons, enfin ça conduisait les troupeaux de moutons dans la montagne. Et c'est un chien, c'est encore écrit dans le standard il me semble, qui est méfiant envers l'étranger. Et encore aujourd'hui, malgré la sélection de plein d'éleveurs, malgré le fait que la race soit très peu utilisée encore aux moutons et soit plus devenue une race de chien de sport, qui vit en ville et avec des gens plutôt citadins, c'est des chiens qui sont très méfiants, qui vont facilement aboyer sur les gens dès qu'il y a des gens un peu bizarres, voilà, des gens avec un casque de moto, un casque de vélo, qui arrivent avec un vélo, voilà. C'est des chiens qui vont très vite être méfiants, très vite avoir peur. Et ce genre de race qui déjà a un fond génétique avec de la méfiance et de la peur plus ancrée que d'autres races très sociables, c'est élever cette race-là, enfin en tout cas le faire sur voilà, juste un coup de tête, on a une femelle, on veut faire une portée, sans se renseigner sur la bonne socialisation à mettre en place, ça peut vraiment avoir des dégâts, on va créer des chiots qui vont être plus peureux que la moyenne, puisque déjà en moyenne la race est plutôt peureuse. Si en plus il n'y a pas une bonne socialisation qui est faite dès le départ pour donner les bonnes bases aux chiots, ça peut être très risqué en fait. C'est bien de le préciser parce que ceux qui nous écoutent ont peut-être un chien venant de particuliers qui sont ultra bien dans leurs pattes et à l'inverse, des chiens venant d'élevage ne l'étant pas. Qu'est-ce que Oui. tu pourrais leur dire par rapport à ça? Alors déjà, s'ils ont un chien qui vient de particulier, qui est très bien dans ses pattes, c'est super bien. Il n'y a pas de débat à avoir là-dessus. Ce qu'il faut, c'est que tout le monde ait un chien bien dans ses pattes et c'est le principal. Voilà, c'est juste que il y aurait eu un risque. Il y aurait eu un risque, mais le risque existe aussi chez les éleveurs et ça c'est sûr. On va pas se mentir. Il y a des bons éleveurs et des moins bons éleveurs. Et il faut savoir aussi, j'ai expliqué la loi tout à l'heure. Il y a les éleveurs dérogataires qui ont le droit à une portée par an de chiens lof et les éleveurs professionnels, c'est à partir de 2 portées par an de chiens lof ou à partir du moment où ils font du non-lof ou des croisés. Il faut savoir aussi que pour devenir éleveur professionnel, le seul prérequis, on va dire au niveau des connaissances, c'est de passer ce qu'on appelle la CACED. La CACED, c'est une journée presque ou deux où on va expliquer des choses et le lendemain, il y a un QCM sur ce qu'on a expliqué la veille. La CACED, c'est demandé pour tous les professionnels du monde animalier. Donc un éducateur canin doit passer la CACED, un taxi animalier doit passer la CACED, un propriétaire de pension canine doit passer la CACED, un éleveur doit passer la CACED. Donc c'est vraiment pas du tout spécifique à l'élevage. C'est-à-dire qu'on peut commencer l'élevage légalement sans avoir aucune vraie base et aucune expérience en élevage canin. Donc c'est pas parce qu'on a le statut de professionnel ou même de dérogataire, puisque même pour être dérogataire on n'a même pas besoin de la CACED, c'est pas parce qu'on a ce statut-là que forcément derrière ça veut dire que les compétences sont acquises. Je te rejoins totalement. Dans le milieu de l'éducation canine, on rencontre le même problème. Avec simplement la cassette, tu peux te déclarer éducateur canin. Ce serait vraiment l'idéal qu'il y ait davantage de réglementation autour des métiers du chien. Oui, ah oui, non, complètement. Est-ce que tu recommanderais à ceux qui nous écoutent aujourd'hui et qui envisagent d'adopter un chiot
de se tourner plutôt vers un éleveur avec un statut dit professionnel ou un éleveur avec le statut dérogataire? Sur quoi faut-il être prudent quand on choisit un élevage? Alors, pour moi, le plus important, c'est vraiment d'essayer de sonder les connaissances de l'éleveur. C'est vraiment ça qui va jouer. Après, je suis plutôt partisane des éleveurs, on va dire dits familiaux, qui vont faire naître les chiots à la maison. Je trouve que ça apporte une connaissance de la maison des chiots qui est assez appréciable au début de la vie du chien quand il arrive chez nous. Parce que moi, mes 2 premières chiennes, du coup, qui viennent d'Italie, Pélé et Hollywood, elles viennent d'un éleveur professionnel. Les chiens adultes vivaient en enclos. C'est quelqu'un qui avait une quinzaine de chiens. Quand elles sont arrivées à la maison, elles avaient jamais été en maison. Donc il a fallu apprendre, en plus d'apprendre à les connaître, il a fallu vraiment leur apprendre le rythme d'une maison, en fait. Elles avaient pas du tout de rythme de maison. Je me souviens, alors après c'est des chiens un peu speed, hein, quand même les kelpies, mais Bélé, ma première, je me souviens d'être à 23h dans le jardin, en train de lui lancer la balle parce qu'elle arrivait pas à se poser et parce elle connaissait pas le rythme de la maison. Elle était en enclos, jusqu'à 3 mois et 21 jours puisque c'est un chien qui vient de l'étranger. Donc elle avait pris son rythme d'enclos à faire ce qu'elle voulait, un peu à l'heure qu'elle voulait. C'est un peu compliqué quand on est en maison, donc c'est vrai que des chiots qui grandissent en maison, ils ont déjà un rythme de maison, de temps calme à l'intérieur, de à telle heure on se pose, c'est le moment d'aller dormir, que ne vont pas avoir des chiens qui vont être en enclos ou en chenil. Donc rien que pour ça, j'avoue que moi je privilégierais, si je devais prendre un chien chez un éleveur, plutôt la vie en maison. Je te rejoins sur ce que tu dis. Je l'ai vécu avec ma chienne Taiga, qui est une berger allemande de travail. Nous l'avons récupérée à 6 mois, mais vivait justement en enclos. Et en fait, elle ne connaissait pas le carrelage. Elle était totalement tétanisée à l'idée de devoir marcher dessus. Pendant 2 jours au moins, elle n'a pas quitté son panier de peur de marcher sur cette matière froide et un peu glissante. Il a fallu faire le petit poussé avec des friandises pour qu'elle se rende compte qu'il n'y avait pas de danger. Donc c'est sûr qu'un chiot qui a vécu en maison depuis sa naissance, c'est un vrai plus. J'ai une dernière question qui me vient à l'esprit. Pour toi, est-il important, même en tant que particulier, de faire des tests génétiques chez les reproducteurs? Oui, les tests génétiques sont importants. Ils font partie des tests de santé que j'ai parlé tout à l'heure. Et souvent, oui, c'est spécifique à chaque race. Et les tests génétiques vont nous permettre de savoir si un chien est atteint, juste porteur d'un gène, ou alors sain d'une maladie. Et ça, c'est vraiment important de le faire parce que il y a beaucoup de maladies qui sont plutôt ce qu'on appelle autosomiques récessives. Donc, c'est-à-dire que si le chien est juste porteur, il va pas exprimer la maladie, il va être sain. Par contre, il peut transmettre la maladie. Et si on met 2 chiens porteurs ensemble, on va avoir des chiots malades. Et les dernières études ont tendance à montrer que quand on fait ce mariage-là, donc 2 chiens qui sont juste porteurs d'un des 2 gènes de la maladie, ils n'expriment pas la maladie. En fait, ils ont tendance à plus souvent transmettre le gène malade. Donc au lieu d'avoir ce que les statistiques pourraient dire 50%, 25% de chiens sains, 50% de chiens porteurs et 25% de chiens atteints, donc malades, en fait on a souvent 50-50. Donc on a souvent 50% de la portée qui va être malade. On a vraiment les gènes, malheureusement les gènes malades ont tendance à plus facilement se transmettre à la descendance que les gènes sains. Et donc ça c'est hyper risqué en fait si on ne fait pas les tests ADN du coup spécifiques à la race. Et c'est vraiment important de se renseigner sur quels tests sont à faire dans la race pour pouvoir justement éviter d'avoir des chiots malades, ce qui devrait vraiment être la priorité de tous les naisseurs de chiens. C'est sûr. Pour clôturer cet épisode, quel conseil pourrais-tu donner à une personne qui souhaite adopter en élevage? De contacter plusieurs éleveurs et surtout, le plus important, c'est de ne pas regarder au kilomètre. Il vaut mieux aller dans un éleveur qui est un peu loin, mais avec qui on a un bon feeling, avec qui la confiance s'installe, qui fait les tests de santé, chez qui on a pu voir les chiens, on a pu rencontrer la maman, potentiellement rencontrer le papa s'il est là, ou chez qui on peut aller voir les chiots, plutôt que d'aller chez l'éleveur qui est juste à côté. Ok, super. S'il y a des gens qui sont intéressés par l'élevage, essayez vraiment de se renseigner un maximum, de se former un maximum si c'est possible, parce que on n'a pas envie en fait de faire naître des chiots malades. Je pense que les gens ne se rendent pas compte de la culpabilité qu'on peut avoir si un jour on fait naître des chiots malades, et ne pas se renseigner, on joue au hasard, on joue à la roulette russe avec la vie des chiots, la vie des parents aussi, de la maman surtout, et la vie que les futurs adoptants vont avoir. Donc il faut vraiment, si on veut devenir éleveur,
se renseigner un maximum, essayer de faire les choses bien, essayer de contacter d'autres éleveurs pour avoir des informations. Ils peuvent nous aider, transmettre un peu le savoir. Il y a plein d'éleveurs qui le font et qui vont le faire avec plaisir, que vous fassiez les choses correctement plutôt que sans connaissance. Et en tant qu'adoptant, essayez vraiment de privilégier les élevages, on va dire, les plus éthiques possibles, donc avec des connaissances derrière et avec l'envie de faire les choses correctement et de bien les faire en fait. Merci pour ce joli mot de la fin et pour tous tes précieux conseils. Merci à toi d'être venu derrière ton micro pour partager tes connaissances et ton expérience. J'ai appris énormément de choses aujourd'hui. J'espère que pour les personnes qui nous écoutent, cet épisode permettra de prendre conscience qu'on ne choisit pas un élevage au hasard, qu'il ne faut pas hésiter à parcourir la France pour trouver un élevage éthique, parce qu'un chiot bien dans ses pattes, c'est d'abord un chiot issu d'une bonne génétique, d'une bonne socialisation et de parents en bonne santé. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci encore à toi, Audrey, d'avoir pris le temps de partager tout ça avec nous. Et je te dis à très vite. Merci beaucoup, c'était avec plaisir. Et puis à la prochaine. J'espère que cet échange t'a apporté de nouvelles réflexions ou peut-être soulevé quelques questions. Et d'ailleurs, si tu souhaites en discuter avec nous, ce sera avec grand plaisir. Si cet épisode t'a plu, pense à laisser un avis 5 étoiles et le partager autour de toi et sur les réseaux sociaux en me taguant @entre2émotions avec le tiré du 8. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. On se retrouve toutes les 2 semaines pour parler élevage et éducation du chiot. Si tu souhaites participer au podcast et que tu sois professionnel ou particulier pour partager ton expérience ou ton regard sur le monde canin, envoie-moi un message sur WhatsApp. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram, Facebook et TikTok où j'aborde l'éducation et l'élevage avec humour et bienveillance, et sur YouTube pour des formats plus longs. Enfin, si tu souhaites prendre un cours avec moi, rends-toi directement sur mon site internet entre2émotions.fr. À très vite et d'ici là, prends soin de toi et de ton chien.